Je déteste le mot ingrat. Moi, je suis reconnaissant. Moi, j'ai un frère il s'appelle Nasser Ben Brahim, qui était footballeur de l'AS Marsa, et qui avait des joueurs de très très haut niveau avec lui au niveau défensif, et en même temps il était devenu guide touristique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pour cette raison qu'on doit toujours être reconnaissant par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous inculquer le savoir, et toujours sans être omnibulé par le pouvoir, et c'est ce qui m'a appris à être qui je suis. Et j'ai réussi ma carrière de footballeur à travers ses conseils, et je le remercierai toujours toute ma vie. Merci d'être là, merci d'être toi, Khoya Nasser. Je te souhaite longue vie, parce qu'il est plus âgé que moi aussi. Donc, et je salue vraiment ce peuple tunisien que j'admire, que j'adore, et j'ai tout fait pour être dans ce pays, pour vivre dans ce pays, et je suis très content d'être là. On est content de vous avoir aussi, de t'avoir aussi avec nous dans cette émission. Et match nul. Match nul, exactement. Et là, on est content d'avoir avec nous Slardine Bouzina, qui est donc, je le rappelle, directeur de la communication et des relations internationales du CNOT, le Comité national olympique tunisien. Slardine Bouzina, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci, bonjour à toi. Je te tutoie aussi. Ouais, tant qu'à faire. Et à moi, j'ai Ibrahim, qui a été une valeur sûre du football tunisien, mais aussi un homme de valeur surtout. Ça me fait plaisir de le retrouver grâce à toi, Karim. Et là, bon, comme tu sais, nous sommes en plein dans les préparatifs des Jeux méditerranéens. Je crois que c'est de ça qu'on va parler. Et comment Alors, justement, la première question, les chiffres ont évolué ces derniers jours. On parlait initialement de 181 athlètes. Une actualisation publiée aujourd'hui ramène l'effectif à 179 après plusieurs forfaits, avec 2 remplacements encore en attente d'approbation. Quel est à cette heure l'effectif définitif de la délégation tunisienne qui partira à Tarente ? Alors, ce que je dois dire, c'est que déjà le chef de délégation, Hatem Marnaoui, accompagné de son adjoint, qui est le directeur sportif du comité olympique, Mohamed Ben Amar, sont déjà sur place. Et là où je suis en train de parler, ils sont en pleine réunion avec les organisateurs pour effectivement finaliser la liste de tous les athlètes qui vont participer à ces Jeux. Et donc, nous sommes très exactement à 180 athlètes qui vont donc représenter 28 sports, et qui seront à partir du 18 en voyage vers Taranto, bien sûr, en passant par Rome et Paris. Donc, nous sommes à 180 athlètes pour 28 sports auxquels donc la Tunisie va participer à ces Jeux, à cette 20e édition des Jeux méditerranéens à Taranto. Vous savez que l'Italie accueille ces Jeux méditerranéens pour la 4e fois. C'est un record, c'est le seul pays qui a justement accueille les Jeux méditerranéens pour la 4e fois. On a des souvenirs avec ces Jeux méditerranéens, et notamment avec les Jeux qui se sont déroulés à Naples, justement en Italie, grâce à un certain Mohamed Gamoudi qui est toujours fier. L'autre jour, on était à l'ambassade d'Italie. L'ambassadeur a organisé une réception en l'honneur de la délégation tunisienne qui va participer à ces Jeux de Taranto. Et Mohamed Gamoudi était présent, et on a fait à l'occasion un poster de Mohamed Gamoudi où il y avait justement ces 2 médailles de Naples en 1963. Il était heureux et fier de retrouver ça, parce qu'il a tout simplement dit que c'était un excellent souvenir pour lui. C'était la première médaille de sa carrière dans une échéance internationale. Ouais, absolument. Voilà. On est bien d'accord que déjà avec 180 athlètes, c'est la plus forte délégation jamais représentée par la Tunisie aux Jeux Med. Tout à fait. Après, bien sûr, celle de Tunis, oui. C'est normal qu'à Tunis, comme nous étions le pays organisateur, donc c'est tout à fait normal qu'on soit la plus forte délégation. Mais en dehors de Tunis, c'est effectivement la délégation la plus importante, avec 181 athlètes, et même
dans les sports, nous n'avons jamais participé dans 27 sports. Donc là, nous sommes en 27 ou 28. Bon, on va préciser qu'on dit 28 parce que les organisateurs ont dissocié la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique, et nous sommes obligés de suivre. Nous avons une seule fédération, nous avons un seul directeur technique. Ce n'est pas le cas au niveau du comité d'organisation. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire et suivre, être conforme un peu à l'organisation et dire que nous participons en 28 sports. Donc c'est là. Il n'y a pas que la gym, il y a aussi le paddle et le tennis. Donc c'est la même fédération, mais c'est deux disciplines différentes. C'est deux disciplines différentes, et sans compter deux disciplines différentes. Voilà. Le paddle et le tennis, tout à fait. Tu as bien raison. Alors Merz Boussaïen, il a estimé qu'une dizaine de médailles d'or constituerait un résultat satisfaisant et réaliste. Surtout avec une natation tunisienne, mais bon, l'absence de Hafnaoui, mais bon, compte quand même Ahmed Jaouedi, il y a aussi Ben Abbès, Boulakbesh, Belrith, mais en fait, bon, d'après vous, ou d'après toi, sur quelle discipline repose principalement cet objectif des 10 médailles? Alors, toujours sur la natation, même avec le désistement de Hafnaoui, déjà, parce que tu sais, Hafnaoui et Jaouedi ont l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas comment on peut dire, de nager sur pratiquement les mêmes distances. Ouais. Donc un d'eux serait médaille d'or et l'autre serait médaille d'argent ou de bronze. Les deux seraient au podium sûrement. Mais comme tu sais, ce qui compte dans le décompte final, c'est les médailles d'or. Donc je vois que Jaoued va remporter, je dirais, trois médailles d'or, allez, pour ne pas être trop optimiste. Et donc, oui, Belabès et Jamila ont aussi des chances, mais ce n'est pas que la natation qui sera donc notre porte-drapeau ou notre porte-espoir. Il y a bien sûr le taekwondo avec les grands champions que nous avons. Il y a bien sûr Firas Gatou, c'est le champion olympique qui va être là. Il y a Khalil Jandoubi qui a, tu sais, Khalil Jandoubi, c'est l'un des rares athlètes à avoir 3 médailles à son actif, 3 médailles olympiques. Il a commencé jeune, déjà en 2018, quand il était aux Jeux Olympiques de la jeunesse, il était déjà médaillé de bronze. Et après, à Tokyo, il était médaillé d'argent. Et puis, à Paris, il était médaillé de bronze. Donc, Khalil, et puis il est champion du monde en 2025. Donc Khalil part avec de grandes chances aussi d'être sur le podium, et pourquoi pas l'or. Mais on doit parler aussi des filles, parce que il y a de très grandes championnes en taekwondo, notamment Wafa Mazrouni, qui est aussi champion du monde et qui serait la vedette du taekwondo féminin à Taranto. Il y a d'autres, toute l'équipe, ils ont des chances, donc je pense que le taekwondo sera aussi donc renforcera un peu le bilan des médailles de la délégation tunisienne. Bien sûr, il y a l'inamovible Mouna Beji en pétanque. Je sais que Mouna Beji, c'est la sportive méditerranéenne par excellence. Elle a remporté 6 médailles d'or sur les Jeux qu'elle a disputés depuis Almérie à 2005. Donc, elle reste l'une des plus grandes chances de podium de la délégation tunisienne, avec son compagnon Khaled Bougriba. Les deux avaient remporté la médaille d'or en double à Oran déjà, et elle a remporté aussi une médaille d'or en individuel au tir de précision. Je pense qu'ils sont tous les deux prêts à rééditer ces bonnes performances. Qui encore, nous avons des chances dans plusieurs autres sports. En athlétisme, il faut pas oublier Marwa Bouzayene, qui est en train de grimper, qui est en train d'exceller même. Tu sais que Marwa Bouzayene, sur les 3000 mètres steeple, a battu le record de Habib Al-Ribi, qui est la première Tunisienne à descendre
au-dessous des 9 minutes sur le 3000 mètres steeple. Et donc, elle est, moi je la vois médaille d'or pour ces Jeux-là. Donc, oui, quand Maher Hussein a parlé de 10 médailles, je pense qu'il a été réaliste, pas trop optimiste. Moi, je vois qu'on peut, tu sais, dans chaque jeu, il y a des révélations, et je pense qu'on aura un peu plus que 10 médailles. Peut-être réussirons-nous à battre le record de Mersin et de Almeria. Alors, Almeria 2005, on avait remporté 13 médailles. À Pescara 2009, le même nombre de médailles d'or. Hein, je parle toujours des médailles d'or. Donc, bon, c'est possible qu'on aille jusqu'à 13 médailles d'or, mais déjà 10, ce serait un très bon résultat. Moi, Gilles Ibrahim, j'entends parler à Slardine Bovine, et qu'est-ce que j'entends? Je n'entends que des sports individuels. Aucun sport collectif n'est cité. Et on rappelle que la dernière médaille dans le foot, c'était à Tunis, hein, avec la génération Ali Zitouni et puis Slim Ben Achour. Quand vous entendez parler, M. Boudina, et je le remercierai jamais assez de vraiment de faire passer ce message et de ce discours me fait vraiment plaisir. Je vais dire tout simplement, c'est que les gens, il faut qu'ils soient reconnaissants avec le travail effectué, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens de sa politique. Il faut savoir aussi, au niveau du jeu de la pétanque, la fédération de pétanque tunisienne a été élue la meilleure fédération au monde au niveau de la pétanque. Donc c'est pour vous dire le potentiel qu'il y a dans ce pays. J'ai les larmes aux yeux, moi, parce que je sais, on est là pour servir, et je sais le potentiel qu'il y a. Et quand on gagne des médailles, que ce soit d'or ou de bronze ou d'argent, pour moi, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel par rapport à la majorité des pays européens qui ne sont pas capables de faire ce que nous, on a fait. Moi, je vais vous dire une chose, tout simplement, Monsieur le Président, c'est que... Futur président, directeur de la communication. Mais en tout cas, j'espère que c'est un lapsus peut-être, mais moi je vais vous dire une chose, c'est que, comme disait Khalil Gibran, merci d'être là, merci d'être toi. Je m'excuse pour le tutoiement parce que dans la citation, elle est comme ça. Mais je dis tout simplement, soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats, mettons les moyens de la politique. On a dans tous les sports, grâce à C. Mohamed Gamoudi que vous avez cité, que j'embrasse très très fort, les Marocains ont bâti leur athlétisme grâce à C. Mohamed Gamoudi. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui on doit mettre les moyens de sa politique et donner tous les moyens, pas négliger les détails très importants, parce qu'un sportif, il fait une carrière, il fait énormément de sacrifices, et après, à la fin, il faut qu'il trouve quelque chose qui fait qu'il n'a pas regretté la carrière qu'il avait faite. Et représenter un pays comme la Tunisie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous remercierai jamais assez, et je vous suis reconnaissant d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, Gilles Ibrahim, j'ai fait une passe décisive, mais bon, là, apparemment, elle me revient, alors je vous la redonne. Le sport collectif. Parce que c'est l'entourage. L'entourage du sport collectif, c'est malsain souvent. On octroie la possibilité de présider un sport collectif par les relations, non pas par les compétences. Aujourd'hui, on a des pays qui sont extraordinaires. Mais au niveau du sport, ils n'ont rien à voir avec la Tunisie. La Tunisie, elle a un potentiel. Moi, quand je me souviens que la Tunisie s'est qualifiée au bobsleigh, il y a des pays européens qui ne sont même pas qualifiés en bobsleigh. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'on doit être reconnaissant. On doit supprimer ce mot ingratitude, la non-reconnaissance d'un travail accompli généralement, parce que les gens ne se rendent pas compte. Et on est, comme disait dans la chanson, aimons-nous vivants. Aujourd'hui, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Aujourd'hui, le sport individuel, Dieu merci, parce qu'il a les personnes compétentes qui sont autour de ces enfants. Ils sont considérés comme coach, comme président, comme papa, comme maman. Et là,
les résultats sont là, c'est pas par hasard. Et vous savez qu'au niveau du sport collectif, il y a des joueurs, il faut leur parler en individuel. Pourquoi ? Pour faire passer le message. Aujourd'hui, quand vous mettez depuis les jeunes au niveau du sport collectif, je m'excuse, je ne vais pas utiliser un terme, mais ils n'ont rien à voir avec le football, ils n'ont rien à voir avec l'éducation. Un éducateur non éduqué ne peut pas éduquer les autres. Et c'est la raison pour laquelle, croyez-moi, on connaît le potentiel de ce pays, je l'ai vécu moi. Moi j'étais dans un hôtel, 6 mois après je me retrouve en équipe nationale, avec l'équipe nationale de Tunisie, grâce à qui ? Grâce aux personnes que j'ai côtoyées, parce que j'oublie jamais d'où je viens. Donnez les moyens et vous allez voir qu'en sport collectif, en sport individuel, avec un pays aussi beau, qui est reconnu par d'autres, mais pas par nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on a la haine du succès, on a l'ingratitude, on a vraiment, il y a des choses qui font mal au cœur dans ce pays exceptionnel. Vous savez, on dit toujours que moi, où je suis fier, c'est quand je reçois des personnes qui viennent me visiter en Tunisie. Ça me fait chaud au cœur quand j'entends qu'ils parlent de la Tunisie. Soyons reconnaissants envers le travail des personnes, surtout les personnes qui travaillent dans l'ombre. Et vous allez voir qu'au niveau du sport collectif, dans tous les sports du monde, les sports collectifs, la Tunisie peut être parmi les meilleurs, même au niveau européen. Alors, pour confronter ce que vous êtes en train de dire, le tableau des médailles de 1951 jusqu'à 2022, ok. Donc, oui. Première position l'Italie avec 924 médailles d'or, deuxième position la France, 652, troisième l'Espagne avec 345 médailles d'or, quatrième la Turquie avec 386 médailles d'or, cinquième la Grèce avec 200 médailles d'or, huitième l'Égypte avec 156 médailles d'or, septième la Yougoslavie qui n'existe plus mais qui reste quand même septième avec 199 médailles d'or, huitième position la Tunisie avec 89 médailles d'or, et on est devant l'Algérie qui elle a 86 médailles, et 10e position le Maroc avec 72 médailles d'or. Donc c'est dire, et même en comptant le nombre total de médailles remportées, la Tunisie avec 349 médailles a plus que l'Algérie qui en a 293 et le Maroc avec 278. Alors quand on regarde un petit peu, quand on veut se comparer avec les autres pays du Maghreb. Hein. C'est le potentiel. La Tunisie était en football classée il n'y a pas très longtemps 7e au classement. Aujourd'hui elle est 86e. En sport collectif. Où est-ce qu'on va ? Ceux qui sont omnubilés par le pouvoir, prennent le pouvoir. Jamais, et je le répète, encore une fois, ne jamais omettre le devoir. Parce qu'aujourd'hui, on a une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des présidents de clubs au niveau collectif qui se font insulter. Hein, et ils tiennent toujours à rester. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un intérêt. En sport individuel, les sacrifices qu'ils font, ces personnes-là, il faut vraiment leur dire bravo, merci d'être là. Alors, tout simplement. Alors, si nous sommes huitièmes au tableau des médailles, toutes éditions confondues, c'est effectivement grâce au sport individuel, mais il faut aussi dire que nos sports collectifs, vous savez, le sport collectif, quand on compte, il compte une médaille pour toute une équipe. Bien sûr. Donc, des fois, dans quelques éditions, je me rappelle très bien que, par exemple, le handball a fait une excellente édition en 2001. Et puis, il a réédité en 2005 à Almerie, en étant sur le podium. Le volleyball aussi. Bien sûr, la fameuse finale contre l'Italie en 2001 grâce au but d'Ali Zitouni. Donc, aussi, ça reste dans la mémoire. Mais c'est vrai que ce que dit Monji, tout le problème, en fait, je crois que tu voulais en parler aussi, Karim. Justement, tiens, alors, laisse-moi poser la question, justement, puisqu'on y est. Voilà. La Tunisie, donc, le CNOT a proclamé 2026 année de planification stratégique, avec des plans pluriannuels qui sont désormais obligatoires pour toucher les financements. Voilà. Alors, est-ce que les résultats à Tarente vont compter dans l'évaluation de ces plans fédéraux, ou est-ce que c'est des dossiers séparés ? Alors, laisse-moi un peu de temps pour expliquer cette approche qu'a instauré le comité olympique depuis au moins 2014. Donc, nous, depuis Mahrez Boussaïen, président du CNOT,
on a tout de suite adopté l'approche stratégique et on s'est mis dans l'élaboration d'un plan stratégique pour le comité olympique. Et ceci nous a permis tous les 4 ans d'avoir notre plan stratégique pour les 4 ans et d'instaurer un plan d'action de mise en œuvre de ce plan stratégique tous les 4 ans. Cela nous a permis quoi? Cela nous a permis d'avoir accès au fonds de la solidarité olympique. Parce que tout simplement, la solidarité olympique, donc c'est le département financier du CIO, donc ne donne de l'argent au CNO, au Comité national olympique, que dans la condition qu'ils aient un plan stratégique. Et tous les programmes qu'on a visés, qu'on a ciblés avec la solidarité olympique, ont été financés par la solidarité olympique. Et c'est comme ça que nous sommes devenus le premier comité national olympique sur le plan africain à exploiter les ressources de la solidarité olympique. Cela nous a permis déjà en 2016, je ne dis pas d'être la principale raison du succès réalisé aux Jeux olympiques de Rio 2016. Non, le comité olympique a contribué. Vous savez que des fois, c'est dans les détails que réside la réussite. Et donc, c'est en misant sur l'accompagnement, sur l'entourage des athlètes, sur le plus qu'on a donné, bien sûr, grâce à ces fonds de la solidarité olympique, grâce à cette vision stratégique, que nous avons pu, en 2016, remporter 3 médailles dans des sports où on n'a jamais été sur le podium. Vous vous rappelez, c'était la lutte avec Marwa Amri, l'escrime avec Inès Boubakri et le taekwondo avec Oussem Aousleti. Donc, et après, on a continué sur cette lancée, on a refait un plan stratégique pour 2020, 2021. Vous savez que à cause du Covid, donc les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à 2001 et cela nous a permis aussi de découvrir des jeunes comme Khalil Jandoubi dont on a parlé et puis Hafnaoui qui était champion olympique et bien d'autres parce que on oublie des fois qu'il n'y a pas que le podium. Nous étions à Tokyo avec 5 autres athlètes qui étaient dans le top 8, ce qui est extraordinaire. Ce que dit Monji Brahim, que je salue vraiment, parce que on a tendance à ne pas trop reconnaître les exploits. Ce n'est pas normal quand dans un pays comme la Tunisie, on ne reconnaisse pas la performance d'être 10e mondial dans un sport ou 8e mondial. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Ce n'est pas normal que moi je vais parler du sport collectif. Vous savez que nous avons une certaine Mona Chabert, tu la connais certainement. Absolument, Ronaldina. Alors, Ronaldina, Mona Chabert, elle a aujourd'hui 44 ans et elle continue à jouer. Elle est performante. Elle a été l'une des plus grandes joueuses mondiales. Elle est presque ignorée depuis presque 10 ans maintenant, alors que Mona Chabert, pour moi, c'est une des grandes réussites du handball tunisien. Je reviens donc au plan stratégique. Alors, effectivement, ce qu'a dit Mahrez Boussaïen dans la dernière assemblée générale du comité olympique, c'était ça. C'était le but maintenant, notre grand souci, c'est de ramener le mouvement sportif, les fédérations, dans l'approche stratégique. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait un programme avec 4 fédérations, à savoir le hand, l'haltérophilie, le taekwondo et la natation, pour un peu les initier à l'élaboration de plans stratégiques en ramenant des experts de l'étranger, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous, on est obligé de faire un plan stratégique et cela, on a constaté combien c'est important, combien ça rapporte. Donc, on s'est dit pour que les fédérations soient un peu contraintes à adopter justement l'approche stratégique, on leur a dit toute fédération qui n'a pas de plan stratégique n'aura plus droit
aux subventions. Donc, il faut qu'ils fassent leur plan stratégique pour venir demander du soutien dans des programmes bien définis dans leur plan stratégique. Aujourd'hui, il n'est plus permis, ce n'est pas normal qu'on continue à demander de l'argent comme ça, sans avoir une visibilité claire sur ce qu'on fait, sur l'avenir, sur les programmes. Je ne sais pas, il y a plein de programmes à creuser. Les fonds existent. Il faut tout simplement savoir monter les projets, les programmes qu'il faut pour justement avoir les financements qu'il faut. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire si tout le mouvement sportif, y compris la tutelle, y compris le ministère de la jeunesse et des sports, adopte cette approche stratégique et que le système, on instaure un système grâce à une vision stratégique. Et vous savez que pour faire un plan stratégique, il y a des outils scientifiques. Ce n'est pas comme ça qu'on vient du jour au lendemain, on dit voilà, on va faire un plan stratégique. Non, nous, quand on a été, j'ai eu la chance de faire un master en management des organisations sportives, et c'est comme ça qu'on a appris à monter un plan stratégique sur des bases scientifiques. Et on l'a fait, ça a réussi. Aujourd'hui, on est en train de dire aux fédérations, il faut absolument adopter cette approche pour performer, pour mieux progresser. Donc c'est exactement ça ce qu'a dit Mahrez Boussaïen. Sinon, bon, on risque de faire du surplace et puis on voudrait pas faire cavalier seul en tant que comité olympique. Il y a des fédérations qui sont peut-être mieux planifiées, mieux programmées, mieux organisées que les autres. Aujourd'hui, il s'agit de généraliser cette attitude, cette vision, cette approche pour que le sport puisse se développer et aller mieux que ça. Moi, je trouve que c'est une approche positive, c'est de la bonne gestion en fait. Finalement, un entrepreneur, lorsqu'il gère une entreprise, il a des objectifs, il se fait un business plan, il se dit bon voilà, et puis par la suite, à la fin de l'année, il voit où est-ce qu'il en est qu'il a atteint ses objectifs, il les a dépassés. C'est uniquement comme ça qu'on peut gérer une entreprise. Que dire d'une fédération ? C'est la moindre des choses, surtout que le talent, il est là. Vous allez avoir de la perfection, ce qui n'existe pas dans certains pays, dans la majorité des pays, et surtout la reconnaissance. Et parce qu'un sportif qui fait énormément de sacrifices, à part les personnes qui sont l'entourage de ces sportifs, c'est eux, le plus gros du travail, c'est eux. Donc ces personnes-là sont à remercier, à féliciter, d'être reconnaissants. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que en Europe, il y avait une athlète, je crois, d'Afrique. Bref, elle a gagné une médaille, c'est un pays très très pauvre. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé comme cadeau une villa. Parce qu'elle est de parents très très pauvres. Ici en Tunisie, on octroie à un jeune qui arrive avec une médaille ou n'importe quoi, 15 dinars pour prendre le louage. C'est tout simplement. Je vais vous raconter encore. Ça dépend, hein. À une époque, on donnait un peu plus que ça quand même. 10 000 dinars, je crois. C'est 100 000 dinars, je ne sais plus. Il y a une prime. Il y a une prime de médaille, non ? Oui, il y a des primes, des médailles. Oui, ça a changé quand même. Au comité olympique, non, je parle pas de maintenant, je parle d'avant. Ah, avant, oui, avant, c'était différent. Ouais. Non, maintenant, ça, avec ces Mahrez Boussaïen en plus. Non, mais même avant, je crois que ça avait commencé, je crois, comme un système d'encouragement pour les Jeux méditerranéens de 2001, je crois. Et si vous côtoyez ces Mahrez Boussaïen que je connais super bien, donc je n'ai aucun souci à se faire pour notre sport individuel et collectif. Alors, Slerdine Bouzine, la question en fait maintenant c'est ok, c'est une très bonne initiative, mais comme dans tout système, il y a des résistances au changement. Ok, donc il y a la carotte et le bâton. La carotte c'est l'argent, le bâton c'est donc il n'y a pas d'argent, mais est-ce que ça suffit ? Écoutez, quand on a commencé nous à adopter ce plan stratégique, il y avait aussi de la résistance au sein du comité olympique même. D'accord. Et donc avec le temps, on a réussi. Tout le monde maintenant est conscient. D'ailleurs, je ne vous cache pas, depuis l'annonce de Simahrz, il y a des fédérations qui demandent, parce que
ils ont très bien vu, nous avons nos plans stratégiques que nous avons distribués aux fédérations. Nous sommes à notre 4e plan stratégique puisque nous sommes à notre 4e mandat. Donc, ces plans stratégiques sont entre les mains des fédérations et on a de la demande parce qu'on doit les accompagner, parce qu'on doit ramener des experts, parce qu'on doit former. Comme j'ai dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire un plan stratégique. Il y a un certain savoir. Comme tu l'as d'ailleurs si bien dit, c'est un véritable business plan, tout simplement. Donc un business plan ne se fait pas du jour au lendemain, même si maintenant on a tendance à compter beaucoup sur l'IA, mais même l'IA, il faut qu'elle sache un peu, qu'elle lise la réalité de chaque fédération, de chaque sport, le diagnostic de chaque sport. Vous savez qu'il y a des outils scientifiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense qu'avec le temps, ça viendra. C'est sûr que ce n'est pas en quelques mois que nous aurons toutes les fédérations qui auront leur plan stratégique et qui pourront, par conséquent, mettre en œuvre un plan d'action avec les financements nécessaires. Aujourd'hui, tout le monde parle de financement. Tout le monde parle de peu de moyens. Mais ceux qui parlent de peu de moyens, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas su aller les chercher. Et pour savoir comment les chercher, il faut tout simplement mettre un plan stratégique et avec un échéancier. Donc il y a tout un apprentissage en fait. Je pense que c'est pas le moment d'en parler, mais nous sommes en train de sensibiliser les fédérations. Il y a quelques-unes qui ont fait quelques plans qui sont pas mal du tout. Bon, un embryon de plan. Oui, voilà, l'essentiel c'est de démarrer en fait, tout simplement. Ouais. Exactement. Allez, faites-nous rêver, Slardine Boudin, faites-nous rêver. Vous avez parlé d'Italie avec 4 Jeux méditerranéens organisés, donc c'est leur 4e cette fois-ci. Nous, on en a organisé 2. Écoutez, 67 et 2001. Alors, je sais qu'il y a une candidature qui est évoquée de la Tunisie. Hein, et puis bon, en parallèle, on parle aussi des Jeux méditerranéens de plage. 2029, apparemment, il n'y a pas de candidat déclaré. Ou 2031 face à la Slovénie pour Djerba. Alors, où est-ce qu'on en est ? Si tu permets, Karim, avant, parce que tu as dit « faites-nous rêver », d'abord, il y a un rêve qui est en train de se réaliser pour tous les sportifs qui vont participer à ces Jeux de Taranto, donc les 26 pays. C'est la première, d'ailleurs, aujourd'hui même, le CIJM, le Comité international des Jeux méditerranéens et le comité d'organisation ont sorti la photo et la vidéo de ce fameux bateau qui va abriter, qui va accueillir donc les délégations dans la base navale de Taranto. Vous savez que le village, ce qu'on appelle le village méditerranéen ou le village des athlètes. Cette fois-ci, ce sera 2 bateaux de croisière. C'est un bateau qui s'appelle Arroya, qui appartient donc à une grande société saoudienne. Et c'est un hôtel 5 étoiles. C'est un grand bateau qui a une capacité de 4200 lits dans des cabines super luxe. Et un deuxième bateau qui abritera 1300 membres de délégation. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire de tous jeux confondus, méditerranéens, olympiques. Donc le village des athlètes, il est au cœur de la Méditerranée, en pleine mer, dans une base navale. Et je pense que tous les athlètes de la Méditerranée vont vivre une expérience unique. Il ne faut pas avoir le mal de mer, hein. Ils sont bien encadrés. Hein. Toutes les délégations ont leur staff médical et leur kiné et tout. Donc je pense, et même la base, elle est dotée d'une clinique et tout. Donc je pense sur ce plan, il y aura aucun souci à se faire. Mais en tout cas, les bateaux seront sur place, ils ne vont pas circuler. Donc, mais est-ce que ça change quelque chose dans la logistique et dans le dispositif que vous êtes habitué à mettre en place pour ce type de jeu ? Oui, ça va un peu changer. D'abord, c'est une base navale donc militaire, donc ça sera strict. C'est bon en quelque sorte parce que c'est la sécurité absolue. Il y a toutes les commodités. Moi, j'ai été dans une mission avec le CIJM avant. C'est quelque chose d'extraordinaire.
très sincèrement, les athlètes et leur staff n'auront pas du tout à se plaindre. Et les dispositifs au niveau, par exemple, du centre de presse du village, il sera en dehors, pas à l'intérieur, mais c'est quelque part. Hein. Donc, vous savez que dans tous les villages des athlètes, que ce soit aux Jeux Olympiques ou les autres jeux multidisciplinaires, il y a ce qu'on appelle la zone internationale, qui donne accès aux journalistes là où il y a où ils peuvent rencontrer les athlètes. Donc aucun souci sur ce plan. Donc tous les dispositifs, tous les moyens de transport, etc. sont bien là. Donc je pense qu'au contraire, ça va faire vivre des moments très agréables à toutes les délégations. Maintenant, alors, pour les candidatures maintenant. Alors, pour les candidatures. Alors, permettez-moi de dire que la Tunisie, le sport tunisien a connu 2 ou 3 grandes périodes, de grands moments qui ont un peu été à l'origine de son ascension. D'abord, les Jeux méditerranéens 1967. C'était les 5e Jeux et la Tunisie avait accueilli ces Jeux et c'était là où il y avait la construction de la cité olympique d'El Manzah. Ouais. Deuxième grand moment, c'est les Jeux méditerranéens Tunis 2001. Alors, c'était la construction de la cité de Radès, la cité olympique de Radès, qui a été d'ailleurs complétée en 2005 au championnat du monde de handball avec la construction de la salle de 14 000 places. Donc, ces 3 moments sont très importants. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je schématise un peu pour dire combien l'accueil de ces jeux multidisciplinaires est important pour le sport d'une façon générale. Organiser une CAN, organiser les Jeux méditerranéens a toujours été un tournant stratégique en Tunisie parce que ça a permis de créer de l'infrastructure, de créer de nouvelles salles de sport et puis voilà quoi. Donc et ça recrée une nouvelle dynamique. C'est pour ça que c'est important. Mon j'y peux en témoigner parce qu'en football par exemple, 1994, ça a permis à El Manzah, à d'autres stades de la République d'être rénovés. Après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, on sait très bien. Après, pour la CAN 2004, donc on a remporté, donc c'était le stade de Radès et quelques autres sports. Donc toutes les organisations de grands événements permettent justement de rénover l'infrastructure et de développer certains autres côtés. N'oubliez pas que 2001 n'a pas été important que sur le plan sportif. N'oubliez pas que grâce aux Jeux méditerranéens 2001, il y a eu la construction du village méditerranéen qui a permis à 1000 familles d'octroyer des appartements de bon standing, j'allais dire, donc grâce aux Jeux méditerranéens. Donc maintenant on parle, pourquoi je dis ça? Parce que nous pensons d'ailleurs, le président Mahrez l'a bien dit et a même suggéré cela aux autorités, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on pense un peu à accueillir de nouveau les Jeux méditerranéens. Je fais une parenthèse sur les Jeux méditerranéens de plage, mais je vais revenir. Parce qu'il y a une opportunité qui est là. En 2034, il n'y a pas encore de candidats. Les Jeux méditerranéens 2034, ils veulent la donner à un pays du sud, de la rive sud de la Méditerranée. Si la Tunisie candidate pour les Jeux méditerranéens 2034, je vous assure qu'elle l'aura. Et ça sera le redressement du sport. Là, on sait très bien qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés un peu partout sur le plan infrastructure. C'est pas mal de problèmes, c'est un grand dossier, mais je pense que 2034 serait une très belle opportunité pour redresser la barre du sport tunisien d'une manière générale. Pour revenir maintenant aux Jeux méditerranéens de plage, ce serait aussi une excellente idée. Pourquoi? Parce que déjà, en 2023, nous avons réussi de très grands Jeux africains de plage à Hammamet. Vous n'oubliez pas que nous avons accueilli 54 pays africains à Hammamet grâce à ces Jeux africains de plage qui étaient une réussite extraordinaire. Tous les pays africains, quand on les rencontre, les responsables, les athlètes, n'oublient jamais cette édition des Jeux africains de plage
à Mamet. Alors, les jeux de plage, d'une manière générale, ce n'est pas très dur à organiser. Et puis, l'idée aussi pour les Jeux méditerranéens, c'est 26 pays. C'est pas 54 pays. C'est 26 pays, donc c'est pas difficile à organiser. Maintenant, il y a eu une volonté politique de soumettre la candidature de Gerba. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, le hic, c'est que la candidature était soumise pour les Jeux de plage de 2031. En même temps, et avant nous, il y avait la Slovénie qui a candidaté et a commencé à faire campagne. D'ailleurs, en juin dernier, il y a eu l'Assemblée générale des comités olympiques européens et la Slovénie a déjà fait campagne pour accueillir donc les Jeux de plage, méditerranéens de plage de 2031. Pourquoi je dis qu'ils sont quelque peu en avance par rapport à nous? Parce que le CIJM, le Comité international des Jeux méditerranéens, l'Assemblée générale, est constitué de 26 pays, dont 19 sont européens. Il n'y a que 7 qui sont de la rive sud. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, le CIJM? Ils ont dit, la Tunisie, si vous voulez garantir l'accueil de ces Jeux de plage, prenez les Jeux de 2029. Parce que ils ont créé maintenant les Jeux de 2029. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit... Ouais, mais à cette échelle 2029, c'est dans une heure, quoi. dans 3 ans. Non, je sais, mais 2029, en 2026, ça y est, on va dire, ça y est, c'est terminé. Le temps qu'on se... C'est demain, quoi. Donc ça ne demande pas une grande infrastructure. D'accord. Vous savez, comme on a fait à Ahmed pour les Jeux africains, c'est des infrastructures amovibles. Donc, c'est très léger comme structure et tout. Donc, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. En plus, je sais pas, Gerba, donc il y a aussi une vision pour le développement du tourisme et tout. Donc, c'est à réfléchir. En tout cas, moi, je pense que 2031, ce serait très difficile de l'obtenir. Par contre, 2029, c'est quelque chose, je dirais, d'acquis. Pourquoi pas? Donc, voilà la situation. Voilà, très très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Serdim Boudine. Une question, Sisliah Sisliah, je lui dis tout simplement merci. J'ai beaucoup appris en vous côtoyant dans un moment vraiment magnifique et merci d'être là, tout simplement. D'abord, tu peux me tutoyer. Oui, d'accord. Tu étais Monji, l'une de mes idoles. Je suis un peu plus âgé que toi, mais comme tout Tunisien, je suis amateur de football, donc je connais très bien le grand footballeur Monji Bobrahim que je salue. Merci beaucoup, Sisliah. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce beau pays et je suis convaincu que avec des personnes de votre vraiment style et genre et ce potentiel énorme, on ne peut qu'être heureux d'être vraiment de servir le pays, d'être utile. Le départ de la délégation, Serdim Boudine, c'est quand en fait? C'est demain, c'est ça? Alors c'est le 18, c'est après-demain. D'accord. Donc il y a 3 ou 4 responsables qui vont partir demain parce qu'ils ont double casquette avec le CIJM et le comité olympique. Mais la délégation sportive, je dirais, partira le 18. Bien sûr, en groupe, hein, parce que tu sais, le règlement, c'est que il faut partir 3 jours avant la compétition. C'est-à-dire que ceux qui jouent, par exemple, le 30 août, on va dire, ne peuvent pas partir le 18. Donc, ils vont partir plutôt le 27 août, etc. Donc, c'est ça donc, il y a quelque chose comme 90, voire 100 membres, aussi bien sportifs que techniciens, qui vont partir le 18. Au fait, le choix des porte-drapeaux, un petit mot peut-être. Bon, oui. Pour l'ouverture, je crois qu'il y aura Firas Retoussi, donc du taekwondo, oui. Et la handballeuse Sondes Hachen. Tout à fait. Et puis la rameuse Khadija Krim et l'athlète Mohamed Emin Chinaoui oui. À la clôture. Comment est-ce que c'est effectué ce choix? Écoutez, d'abord, nous sommes obligés de prendre ceux qui sont sur place, ouais. et ceux qui
n'ont pas de compétition le lendemain. Clair. Et ça a été très difficile de trouver, je vous assure. Parce que les gens qui partent le 18, ils partent le 18 pourquoi? Parce que forcément, ils vont jouer le 21, 22, 23, etc. Donc, pour trouver... heureusement qu'on a trouvé que Gattuso ne joue que le 23. Donc, lui, à l'unanimité, il a été choisi parce que c'est un champion olympique et ça honore tout le pays et même tous les Méditerranéens, je dirais, qui est un porte-drapeau champion olympique qui défile pour la Tunisie et ça honore tous les sportifs et tous les Tunisiens. Sundus Hachen a été choisi parce que d'abord, il y a un garçon et une fille qui doivent être porte-drapeau et la fille, Sundus Hachen, c'est la capitaine de la sélection féminine de handball et Sundus Hachen, c'est une merveilleuse joueuse. Moi, je la connais de près parce que je l'ai vue jouer il y a assez longtemps et on la qualifie dans le temps, tu connais très bien, Mounir Jlili, Allah yarhamou. Donc, on dit que Sundus Hachen a beaucoup de Mounir Jlili dans son jeu. Donc, elle mérite bien cet honneur et je pense que c'est un choix très judicieux. Pour la cérémonie de clôture, Khadija Krimi, c'est la présidente de la commission des athlètes au comité olympique. C'est une fille très instruite et en plus, elle est championne dans sa spécialité, qui est l'aviron. Et puis, elle sera accompagnée avec Emine Gineoui, qui est un grand athlète aussi et qui pourrait aussi être sur le podium à Taranto. Rassurez-moi, il va y avoir des athlètes qui vont participer dans le tour d'honneur là, lors de l'ouverture. On aura une petite délégation dans le stade. Oui, c'est sûr. Non, il y aura. Parce que si tout le monde joue le lendemain. Hein. Oui, justement. C'est difficile parce que même techniquement, les techniciens n'aiment pas beaucoup généralement ces cérémonies d'ouverture. Et ça fatigue. Ça fatigue. C'est fatigant. Tout le monde le sait, mais bon, écoutez, quand il s'agit de représenter le drapeau national, il y a quelque part des sacrifices à faire. Mais bon, moi, je préfère monter sur le podium que de porter le drapeau, monter sur le podium pour faire hisser le drapeau. Donc, l'équipe nationale, exactement. Merci beaucoup, Sardine Bouzena. Oui. Donc, bon jeu méditerranéen. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de retrouver Moujib Bay. Merci beaucoup à vous. C'est réciproque. Très heureux aussi. Alors, pour se quitter, on va réécouter l'hymne officiel, la chanson officielle des Jeux méditerranéens. C'est Miata qui chante Sotto Sole. Haut niveau.